généralisée et quasi permanente, aux antipodes de ce qu'on avait décrit précédemment. Au début du XIXe siècle, le lettré tunisien El Tounsi rapporte qu'au nord-est de la Centrafrique, on comptait jusqu'à 80 razzias par an, alors que au XVIe siècle, le roi du Bornou, selon Léon l'Africain, n'organise qu'une expédition par an pour capturer les gens. Vous voyez la différence. Les gens furent souvent réduits à l'autosubsistance dans des sites de défense difficiles à cultiver ou à alimenter en eau. La régression fut très considérable dans tous les domaines. Contrairement à ce qu'imaginent divers auteurs, c'est la demande extérieure arabe puis européenne qui provoqua une grande extension et une prolifération de l'esclavage en Afrique noire, ainsi qu'une détérioration du sort des captifs. Il est inacceptable que l'on rétroprojette dans les siècles antérieurs des phénomènes qui se sont forcément produits au XVIIIe et au XIXe siècle. En effet, en 1526 au contraire, le roi Alfonso du Congo écrivait à Jean III du Portugal « Notre volonté est que dans ces royaumes du Congo, il n'y ait jamais ni commerce ni marché d'esclaves. » Il n'a même pas répondu, hein, Jean III. Enfin, s'il a dit qu'on lui avait dit qu'il y avait beaucoup de monde en Angola, ça ne gênait certainement pas le pays. Au début, n'étaient vendus que les condamnés pour ne pas les exécuter. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, sauf pendant les années de guerre franco-anglaise, des centaines de navires embarquaient chaque année quelques 150 000 captifs, tandis que sur place, les morts se multipliaient au rythme des razzias génératrices de disettes, de famines, de maladies locales et importées, d'endémies, d'épidémies meurtrières, et plus particulièrement la variole. Ainsi, alors que le nombre des naissances diminuait, une surmortalité croissante sévissait au moins de 1750 à 1850. En effet, les effectifs exportés par la traite atlantique restèrent considérables, de l'ordre de 60 000 à 100 000, jusqu'au milieu du XIXe siècle, malgré les premières interdictions. Comme pendant la guerre de 100 ans, qui fit perdre à la France la moitié de sa population, la diminution de la population subsaharienne s'est faite de façon irrégulière et différemment selon les régions. Mais cette diminution globale devint massive à partir du milieu du XVIIIe siècle, d'autant que la traite arabe en Afrique orientale s'intensifiait parallèlement, surtout au XIXe siècle. Est-il possible d'évaluer la diminution des populations qui résulta du cumul des deux traites accrues? Pour mesurer les effets démographiques de la guerre de 100 ans, en France, on a comparé le nombre de feux dits allumants, c'est-à-dire de logements habités, existant avant cette guerre au nombre de ceux comptabilisés après. Mais en Afrique, pas plus qu'en Inde d'ailleurs, on ne dispose de registres de baptême ou de décès. Toutefois, on sait, d'après les explorateurs et voyageurs du XIXe siècle, qu'en Afrique occidentale, les plus grandes agglomérations n'avaient plus que 30 000 à 40 000 habitants. Elles étaient donc environ 4 fois moins importantes que celles du XVIe. La différence était encore plus grande pour la population rurale. Le rapport approximatif de 4 à 1 observé en Afrique occidentale est-il représentatif de la diminution de l'ensemble de la population de l'Afrique noire entre le XVIe et le XIXe? Du Cap des Palmes jusqu'au sud de l'Angola, les pertes furent plus élevées. Gwato, port du royaume de Bénin dans l'actuel Nigeria, comptait 2000 feux lors de l'arrivée des Portugais et n'en avait plus que 20 à 30 quand les explorateurs du XIXe y abordèrent. Ça, c'était décelé par Moni. L'historien William Randless montre que la population américaine, n'est-ce pas, montre que la population de l'Angola avait aussi été réduite dans de très grandes proportions. Par contre, les régions du Tchad sont restées assez bien peuplées jusque vers 1890, où on relève des villages de 3000 habitants vers 1870. Dans le Soudan actuel, le dépeuplement commence avec la domination esclavagiste du pacha Mehemet Ali, et en Afrique orientale, les hauts plateaux comme Rwanda, Burundi restent densément peuplés, environ 100 habitants au kilomètre carré, contrairement à ce qu'il en était par contre dans l'actuel Malawi. Vous vous rappelez Livingstone. En Afrique du Sud, l'action des Anglais s'ajoute à celle des Boers, pour décimer les peuples autochtones.
Dans l'ensemble, il paraît raisonnable de considérer que la population de l'Afrique noire était au milieu du XIXe au moins 3 fois moindre qu'au XVIe. C'est cette fantastique régression grandissante et ininterrompue durant 4 siècles qui constitue le premier fait explicatif du retard ultérieur de l'Afrique noire. Notons que maïs et manioc n'ont fait que remplacer ici et là des plantes plus nutritives comme le mil et l'inab. Rendez-vous compte qu'à l'heure du temps, puis c'était Léon l'Africain ou autre qui disait que depuis Gobir jusqu'à Gao et Tombouctou, il y avait un commerce de chaussures très actif. Du milieu du 19e au recensement effectué en 1948-49, la conquête coloniale, ceci est très important, artillerie contre fusil de traite, le travail forcé multiforme et généralisé, les réquisitions, la répression des nombreuses révoltes, la sous-alimentation, les diverses maladies locales et de nouveau des maladies importées, ainsi que la continuation de la traite orientale, ont encore réduit la population qui restait d'environ 1/3 entre 1880 et 1930. À cette date, l'Afrique noire est exsangue. C'est alors que quelques mesures administratives et sanitaires ont amorcé un lent redressement démographique, d'ailleurs contrarié entre 1939 et 1945, en 1939 et 1945, par le recrutement de nombreux combattants, environ 180 000 pour les seules colonies françaises subsahariennes, et par les multiples efforts de guerre demandés. Donc, globalement, une nouvelle régression, une nouvelle infériorisation, une accentuation de l'écart par rapport aux puissances industrialisées, lesquelles, malgré les nombreux témoignages précis sur l'état de l'Afrique entre le XIVe et le XVIIe siècle, interprètent comme étant un retard absolu, alors qu'il s'agit simplement du résultat de régressions successives. L'acculturation à la de pair, historicide, comme dit le cours Grand Maison, et meurtre mental, comme disait Charanta. Ainsi, après correction pour défaut supposé de déclaration, la population noire africaine a été évaluée en 1949 entre 140 et 145 millions de personnes, soit environ 7 habitants au mètre carré. Un calcul régressif permet évidemment de reconstituer la courbe approximative représentant l'évolution de la population subsaharienne. Compte tenu de l'accroissement enregistré entre 1930 et 1948, on peut estimer qu'en 1930, la population se chiffrait à 130 ou 135 millions d'individus et qui représentait donc les 2/3 de la population approximative de 1870-1880. Celle-ci s'évalue ainsi à environ 200 millions, comme l'indique par ailleurs le géographe Daniel Nohain. On en conclut que la population nord-africaine devait compter au XVIe siècle de l'ordre de 600 millions de personnes au moins, soit une moyenne d'environ 30 habitants au kilomètre carré, selon le résultat de mes recherches. Le même ordre de grandeur qu'en Inde à la même époque. Après la Seconde Guerre mondiale, comment ce continent a-t-il évolué ensuite? Le système colonial a continué en Afrique en se modifiant progressivement. Les populations indigènes ont pu élire quelques représentants. On observe une abolition du travail forcé qui a été décidée. Mais toute velléité de protestation ou d'indépendance fut noyée dans le sang, qu'on se rappelle Sétif, Tiaroy, les Bamileke, les Mao Mao au Kenya, Sharpeville, etc. Madagascar, 47. Néanmoins, sous la pression